Pionnier, tentative d'une âme. Extrait, les passages sur Y. Il y a eu ces étés de camping sauvage à deux. Nous passions les vacances à la montagne chez un de ses oncles. Celui de sa mère ou de son père peut-être, car dans mes souvenirs, il était déjà vieux comme la mémoire même. En tout cas, on l'appelait l'oncle. Et lui aussi disait l'oncle. L'oncle va vous préparer à manger. L'oncle se rend au village. L'oncle va se reposer, vos gueules maintenant. Peut-être qu'il était arrivé au bout de lui-même au point d'en sortir et, qu'heureux de se voir de l'extérieur, il en oubliait qu'il n'était une tierce personne qu'aux yeux des autres. C'était un de ces damnés magnifiques, gaillard, un trabalait sa folie comme une roue de secours, mais pas pour lui, cinquième de la charrette. Le petit père était digne d'habiter un roman, de déborder des pages. Un homme qui s'est éteint avec l'époque et sa lignée, parce que c'était probablement une protopédale du temps où ça ne se voyait pas encore. Avec son chalet de pierres sèches, ses bouquets de sauge suspendus aux poutres, on était chez lui comme des petits princes, à pioncer sous les écailles de Bardot, dans la mansarde, suant le génépi par tous les pores. Deuxième n'a jamais trouvé l'audace d'être arrogant avec lui, tant son regard sur nous pesait comme un bout d'inébranlable. Quand j'ai appris sa mort, il y a seulement 4 ou 5 ans, c'était comme si un clou d'ancrage avait pété. J'ai senti que personne après lui ne pouvait plus empêcher la Terre de s'écraser dans un coin de l'univers, là où dérivent les corps imputrescibles des milliardaires du cosmos, les continents de plastique. Et deuxième en première ligne. Passé quelques jours, la vie chez l'oncle devenait un peu monotone. Nous avions tous les droits, au point qu'il nous devenait difficile d'y trouver ce que des gosses comme nous cherchions. De la révolte, des idées d'anarchie, en somme, un peu d'interdit ou de dangereusement légal. Et tout de même, chaque année depuis la mort de premier, deuxième insistait pour qu'on s'y rende et m'y invitait pour les 2 mois. Les fois où j'ai réservé ma réponse, j'en avais encore le pouvoir, sa mère s'était chargée de ne pas me laisser aller trop loin dans ma réflexion. C'était le vieux truc de l'enfant roi qui fait appel à maman, mais j'avais pu garder l'illusion d'avoir eu le choix. En bonne tacticienne, elle jouait de longues semaines sur toutes les cordes de ma jeunesse, et même sur les restes de la sienne, avant de négocier mon oui. Je me faisais avoir à coups de flatteries, de caresses et de promesses de souvenirs inoubliables. Et chaque année, je retrouvais le même petit chalet qu'un temps antique habitait, cherchant entre les mauvaises jointures des planches une issue assez large pour disparaître à jamais. Et puis sa mère n'a plus eu besoin d'intervenir. Entre-temps, j'avais loupé un épisode, mais il avait gagné ses droits sur moi. Il me convoquait. J'ai nos billets pour tel jour. Tu me dois tant. Emporte ça et n'oublie pas ton maillot. Seul l'oncle exerçait sur deuxième la fascination que lui-même exerçait sur moi. L'appel du grand air n'était pas suffisant à le faire échouer chaque année dans ce trou. Ni même son amour pour l'oncle, car je crois qu'il en avait. Je parle de fascination pour de bonnes raisons. Car il m'avouait parfois qu'il lui faisait peur. Il ne m'en a jamais expliqué la raison. Je sais pourtant que la seule chose qui pouvait encore lui faire peur, c'était de jauger ce qu'il restait de lui-même, d'être confronté aux gènes dont il tirait son plus bel aspect. Un aspect qu'on retrouvera mort étouffé dans une poubelle de salle de bain, comme un avorton junkie, lorsqu'il décidera, à force de baignes existentiels et de psychiatrie, d'achever sa bascule. Il alternait là-bas les jours de grâce, Blossom Days, où l'oubli portait ses fruits, avec ceux d'angoisse post-héréditaire, de confusion narcissique, quand il voyait ressurgir en lui le gamin qu'il avait cru mort. Un certain jour, le malaise occupait toutes ses heures, au point que dans la nuit, je l'avais tiré plusieurs fois des braises oniriques, terrorisé, suant, haletant encore après avoir repris ses esprits. Dieu sait qui, dans ce corps, avait rêvé si fort, l'enfant ou déjà l'autre. Au matin, je prévenais l'oncle que nous partions camper quelques jours. Un sourire, sa bénédiction. Dans ce chalet grand comme un poing fermé, l'écho du sommeil troublé atteignait tous les lits. Et s'il n'avait pas souri différemment à la table du petit déjeuner, c'est que la délicatesse gouvernait chacun de ses gestes. Deuxième n'avait pas objecté.
Depuis des jours, son silence mûrissait. Au premier stade, il ne finissait plus ses phrases, ou alors en plusieurs temps. Ensuite, ses mots avaient commencé à mourir de leur mouvement même, kamikaze heurtant ses lèvres. Ce matin-là, c'était comme s'il avait quitté son corps. Je chargeais les sacs à dos, sacs de couchage, maillots, tentes, provisions. J'enfilais mes chaussures de marche et je le traînais sur les sentiers, comme promenant ma solitude. Il s'absentait. En revanche, il revenait toujours, je le savais déjà. Nous marchions depuis 1, 2 heures. Il n'était plus. Il était là. Il abordait un de ses sujets de prédilection, dans une langue qui lui était propre. Ses cicatrices, des stigmates, la preuve de son retour. Je ne suis plus sûr de ce dont il parlait. Pas de lui, pas de l'oncle, pas de tout ça. De l'usure peut-être. À cette époque, il dissertait beaucoup sur l'usure. Ce sera une mince traîtrise à l'histoire si j'affirme absolument qu'il en avait parlé à ce moment. La plus insignifiante de mes trahisons à ce stade du récit. À peine un raccourci. La chronologie, dont la gangue épaisse cache la vérité comme un souvenir honteux, ne m'intéresse pas. Mais je crois que je tiens la pulpe de tout ça. S'il n'en a rien dit à ce moment-là, c'est qu'il l'a fait dans le battement d'après, ou à un moment égal sur le plan cosmique. J'assume. Peut-être l'effet du sentier de roche sous ses semelles. Il parlait de l'usure. D'usure humaine, un concept que je comprends maintenant que le goût des choses sous ma langue s'est estompé. Pour lui, l'univers blêmissait comme un grand malade et, d'angoisse peut-être, il avait posé un nom sur le phénomène. Usure. C'est le prix qu'on paye pour vivre encore. S'il y a encore du sel à puiser dans le limon des choses, tout n'est pas pour toi. Il faut en restituer au ciel, à l'histoire, en compassion aux morts. Et sous le poids de cette gabelle, l'univers se fera chaque jour plus insipide. Et de ce que j'en aperçois, l'issue est évidente. Le locked out syndrome. Toutes les pastorales passent sous silence ceux qui jurent par trop de sincérité. Le goitre des mers, l'exode rural, le débourrage précoce des jeunes filles du cru, les mines coupables de passage. Seuls restent les sourires adolescents, initiés. Un jour de fugue semblable à celui-ci, nous avons croisé Y et ses 14 années d'enfance que, du haut des 15 et 15 nôtres, nous ne devrions pas tarder à posséder. C'était une enfant d'un village alentour, un patelin typique qu'on trouve dans tous les guides et qui s'appelait Le Lieu. Sans doute parce que longtemps, pour ses habitants, il n'y en avait qu'un. Elle était une des plus jeunes de ces 120 âmes. Je la connaissais déjà, elle faisait partie des pierres. Nous l'avions déjà aperçue bien des fois avant cette année. Parfois même, l'oncle en avait parlé un peu malgré lui comme d'une sorte de curiosité locale. Je crois qu'il l'avait prise en pitié et, en glissant quelques mots dans des moments qu'il choisissait, il cherchait probablement à ce qu'on s'y intéresse. Mais encore assez mioche, ce rapprochement nous semblait contre nature. Quand elle se mettait à nous suivre, nous la semions et, s'il le fallait, c'était arrivé une fois, peut-être deux, nous lui lancions ce que nous ramassions. Pommes de pin, bâtons, pierres. Et puisque personne ne nous regardait, deuxième visée de façon à la faire pleurer. Dans le village de mes parents, il y avait le vieux José aux orties, réputé pour s'en nourrir exclusivement. Est-ce qu'il est mort? Comment sont ses dernières analyses de sang? Dans d'autres endroits, il y a la dame au chat qui fait aussi tourner les tables et tire les tarots. Le rebouteux tueur de rats ou l'homme au grand chapeau qui dort dans la cabane de la rue des Jardins. On y tient autant qu'ils inquiètent. Une âme est une âme. Tous les murs de campagne déambulent sur les fenêtres et sucent un peu le vide des trottoirs. Des vieux demi-dingos, le lieu en avait tellement qu'entre eux, ils ne se voyaient plus vraiment. Pour le tourisme, c'était autre chose. Mais au premier beau jour, à l'heure de sortir les bêtes, ils retournaient blanchir encore, cachés derrière les pierres, donner des yeux aux vitres sales. Mais il restait Y et ces deux yeux d'enfant qu'on aimait voir se faufiler entre les murs de silence. Petite,
Y avait déjà l'exil au corps. Elle avait appris à échapper aux yeux sans ailes de ses parents et avait consacré chacune de ses heures libres à suivre les visiteurs, curieux, randonneurs, colporteurs, égarés, de passage dans le village rue. Oh, qu'on l'a trouvée rigolote, cette petite chose muette qui collait au basque. Mais il était temps de quitter ce bled et de chercher un resto. Tu habites ici? Elle tendait sa petite main un peu sale et pleine de chaleur. On la conduisait jusque chez elle où personne n'avait noté son absence. On l'a déposée sur son seuil. La mère faisait un vague signe de tête, plus complaisant que reconnaissant, et le touriste comprenait. Il repartait en plaignant, mais pour la forme, cette pauvre enfant. Plus tard, j'apprendrai qu'en matière d'idylle saisonnière, l'été montagnard n'est pas moins prodigue que l'été littoral. Plus confidentiel peut-être. Cette année marquait le début d'une ère. Elle avait éclos avec les perce-neige et affichait maintenant des hanches de femme sous ses allures de gosse. En la voyant pointer ses formes sur la route du village, juste à quelques foulées de nous, une deuxième changea de comportement. C'était sans hardiesse qu'il l'avait laissé nous rejoindre ce jour-là, diminuant simplement son allure, et puis la mienne, déjà calquée sur la sienne. L'invitation était claire, alors elle était venue se placer entre nous, main en poche, regard aux semelles. Entre eux, il y avait ce pacte sans mots. Nous serions trois dans cette transhumance, à avancer vers on ne sait où, sans jamais se dire on ne sait quoi. Mais j'étais conscient d'une chose. Ce qui se passait entre ces deux culs ne concernait pas le mien. Y nous avait aidés à monter le camp. Parce qu'elle était là, parce qu'elle voulait se taire encore un peu, parce qu'elle gagnait sa place entre nous, jusque sur nos paillasses. Comme elle n'avait prévu ni repas, ni repères, ni boussole, ni toile de tente, elle s'en remettait à nous avec toute la simplicité du monde. Il avait choisi un endroit étrange, un bout de rocher au milieu d'une pinède, sorte de cathédrale triste. La lumière de fin d'après-midi nous atteignait mal, par quelques rayons pointus seulement. Mais il y avait à portée de bras de l'eau et du secret. Un ruisseau en charriait pour nous dans son constant bruit de pisse. Ici nous étions seuls. De cette soirée, il ne me reste que des haillons, le goût instable au papy d'une joie que je n'identifiais pas encore. Mon ventre qui exulte, comme brûlant de braise couvrant nos pommes de terre. Nous étions vraiment seuls. Nous étions devenus le lointain. Avions dépassé l'horizon de tous les clochers. Trois, à nouveau, nous étions complets. Dans nos randonnées à deux, le silence s'imposait. Nous savions l'aimer et passions pour ses hôtes. Y ne savait rien de la beauté du silence, mais elle avait appris la vanité des paroles, alors chacun, loin des mots, pensait comprendre l'autre. Entre nous, les choses survenaient, se produisaient dans une alchimie propre à l'instant. Je crois que j'ai senti pour la première fois la mécanique qui agite le monde, ce soir où le cri des bêtes épousait ce qui planait au-dessus de nos têtes, pour l'emmener se perdre loin dans les gouffres de granit. Si je pouvais rayer le disque de ma vie pour qu'il n'en reste qu'un instant, même usé, bégayant, ce serait celui où j'entrais dans la tente. Y à demi vêtue, assise sous les duvets déployés, les cheveux qu'elle attachait se mêlant au photon de notre lampe. Cette nuit-là, la seule lumière à des kilomètres et des kilomètres se perdait en boucle, en boucle. Y apparaît dans la troisième édition de Village de Charme, le célèbre guide touristique édité par une tout aussi célèbre compagnie d'eau minérale. Dans la double page consacrée au lieu, on l'aperçoit dos à l'objectif du photographe, les deux coudes sur le parapet du belvédère, dans sa petite robe un peu trop large pour laisser apparaître ses deux omoplates en embryon d'aile. On apercevra l'un d'entre eux percé sous la même robe 2 ans plus tard, dans la première, puis les suivantes, édition augmentée de Entendez-vous dans nos campagnes, guide tiré de l'émission du même nom pour laquelle les téléspectateurs sont appelés à voter pour leur village préféré. Le lieu était arrivé en 11e place de la première saison,
Et lors du quart d'heure télévisuel qui lui était consacré, on peut voir à plusieurs reprises Y saluer la caméra en arrière-plan. C'est elle aussi qui lancera du bout des lèvres la troisième page de pub ce soir-là, en fin de séquence, accompagnée de Quentin Saville, le présentateur béchu qui anime la moitié des émissions de la chaîne. On la recense une troisième fois dans la brochure distribuée par la région, peu après nos premières escapades à trois. Elle pose en potiche de charme devant les marches de l'église, style roman tardif, à voir absolument, disent les gens que la pluie est venue surprendre, dans une robe neuve qui cherche pour la première fois à plaire. On ne sait plus rien des ailes qu'elle cache au revers de sa poitrine, bien mise en avant par l'auteur du cliché, le maquettiste et le responsable du site web des offices de tourisme de la région. À une certaine époque, la photo a servi pour la bannière. Elle sédimente encore quelque part au fond d'un de mes vieux disques durs, car à cette époque, je l'aimais, et j'avais fait enregistrer sous. À tout prendre, c'est peut-être l'approche de comptoir qui est la meilleure. Y venait à moi pour me prendre ce que deuxième refusait de lui donner. De toute façon, à ce stade, je sais qu'il ne lui pouvait déjà plus. L'homme froid perçait sous sa peau, comme il l'avait prophétisé, et toute chaleur quittait ses bras. Elle passait la plupart de ses nuits avec nous chez l'oncle, je veux dire entre nous et contre lui. Elle s'endormait, grelottante, traçant du bout de ses petites mèches le sismogramme de mon premier amour. Peut-être avait-elle vraiment froid. Peut-être que, joue sur son torse, elle touchait son cœur et que le génépi, le feu d'enfer du foyer, ne suffisait plus à la réchauffer. Mais si cette histoire de cœur gelé devait rester de la métaphore, alors c'est qu'elle cherchait un chemin vers un peu d'affection. Cette nuit où le vent faisait jouer le grand orchestre du bois mort, elle s'est collée à moi. Ses fesses contre les miennes d'abord, et puis ses jambes, nos pieds mêlés, de plus en plus insistantes. Et devant mon manque de réaction, à l'âge où les filles sont des gorgones, à cause du sien, elle s'est tournée vers moi et m'a enlacé par l'arrière, ses mains sur mon ventre. L'ultime tentative vers les bras de mon meilleur ami devait passer par moi. Peu importe après tout. Si j'étais un chemin, il devenait impraticable au bout de quelques mètres. Éboulement de tunnels en série, rideaux de fer, embargo. Y, réfugié politique, abandonné ici, cadeau diplomatique. Car en se levant le matin suivant, en la voyant elle, en me voyant moi, deuxième nous a réveillés avec la paume de ses mains dans la gueule. Je vais aux chiottes, je vais en avoir pour un moment. Prenez votre temps. Et puis il s'est cassé en sifflant un air de requiem. Connard. Ancoli, Santoré, Bourrache et Grémil. Et tous les soirs encore, il se penchait sur son cas. Il ne s'en cachait pas. Nous n'avions qu'un seul lit. Elle, oui, un peu plus. Elle étouffait ce qu'elle pouvait. Ah, vous allez dégueulasser les draps. Garde ta jalousie, ne renverse pas les choses. C'est toi le voleur de poules. Oh. Depuis le temps des pupitres, la crie qui grince et les têtes baissées, deuxième était fort en calcul. Elle couchait avec lui, puis dormait dans mes bras. Voleur de poules, voleur de poules. Elle se serrait si fort, emmêlée à moi, velcro girl, ses poils contre mes poils, ses cheveux dans tous mes trous, narines, bouche, oreilles, plaies, son odeur sous mes côtes, son souffle, sa sueur dans mes pores, le moindre de ses sursauts. Elle pénétrait tout entière en moi, et puis dans le sommeil. Étais-je cette sorte d'homme, berceuse de chair, pyjama? J'avais 15 ans. Je voulais bien être n'importe quoi, tant qu'elle était sous mes doigts. Sous ma peau couvrant la fièvre qui la ferait sombrer pour les heures à venir, et rêver de n'importe quoi. Je dormais peu. Deuxième, oui, sur le dos, les bras en croix. Au réveil, toujours les deux derniers levés, un sourire sur ses lèvres si neuves d'avoir si peu parlé. Elle sortait de moi pour que j'entre en elle. Elle le faisait, elle me remerciait. Avec moi, c'était plus lent, plus tendre et sans plus que quelques souffles. Le cœur encore bleu, comme la folk song d'un été lointain. Ancoli, Santoré, Bourrache et Grémil. J'aimais d'autant plus que je souffrais.
Chaque soir était une petite apocalypse. Chaque nuit, la promesse du matin et la fin de l'histoire. Un amour marxiste. L'espérance d'un grand bleu soir. Je ne disais rien, et puis j'apprenais. Entre les deux, je me disais, c'est lui qu'elle suivra. Quand deuxième me tapait sur les nerfs et qu'on faisait bande à part le temps d'une journée, c'est vrai qu'elle était pour ma bouche, tout à moi. Mais le soir, rien à faire. C'était son cul d'abord, voleur de poules. Malgré les cris, je fermais les yeux, je visualisais. Son cœur dans mon cœur, substantiel, comblé, hybride. J'étais plein de quelque chose et des artères aortes qui sortaient de partout. Des aortes gorgées de joie, de jalousie, de foutre et de haine, prêtes à tentaculer autour du cou de deuxième. Fort, de plus en plus fort. Climax, dernier soupir. Y, j'aimais ton visage lisse, ton inexpérience des sentiments humains. En toi, tout ce qui bousculait les choses du A qui donne B rendait le monde un peu moins convenu. Les accidents de diplomatie que devenait le moindre contact avec toi, ton statut d'isola où ployaient les conventions humaines. Le souffle qui t'animait n'utilisait pas nos règles. Et bientôt, tu auras commencé le chantier de ta vie, un travail de traduction, celui de toi, de l'individu toi dans la langue de l'espèce. Un code hégémonique aux balises strictes et aux bugs courants, lisibles par tous. Le super pouvoir de l'obsession. Tu verras nos limites et nos contresens. Tu combleras nos lacunes de tes néologismes, du cri primitif. Tu feras les mots qui manquent. Dans notre langue, tu nous battras tous. Nous lirons des sous-titres sans jamais vraiment comprendre pourquoi ta mélodie, pourquoi ces bruits de gorge, où sont les doubles sens et pourquoi, de temps en temps, ton rire vient naître de pères inconnus. Alors laisse encore ma mémoire te caresser, caresser l'indigène, projeter parfois tes cuisses sur l'entrée du sommeil, ressentir ta poitrine, la plus jeune que toute une vie m'aura fait toucher. J'ai pris 15 années depuis tes 14 ans. 15 ans que, même dans mes fantasmes, je ne peux plus ignorer. Mes doigts sont devenus rêches, presque insensibles. Je sais que je t'abîme, et c'est mon innocence que je griffe. Mes souvenirs se couvrent de crasse, c'est encore moi qui commets l'outrage. Je ne sais pas laisser les vestiges sous terre. Avant celle de premier, je profanais déjà les tombes. Je réarticulais déjà les âmes. Ce type sale, je l'étais déjà, couvert de la boue de tant d'étages sédimentaires.